Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous Monsieur Didier Boniemé, avec qui nous allons parler du lancement de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Monsieur Didier, bonjour. Bonjour madame. Nous vous recevons sur ce plateau pour une deuxième fois. Mais toutefois, essayez de rappeler à nos téléspectateurs qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Merci madame. En deux mots, je suis économiste de formation, doctorant en économie quantitative. Je suis spécialiste des questions d'intégration et de commerce international. Mais en plus de cela, j'ai un master en finance publique. Sur le plan professionnel, je suis inspecteur des douanes à la Direction générale des douanes et accises. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Merci. Ok. Inspecteur de douane, nous vous recevons aujourd'hui pour que nous puissions parler de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons eu déjà à en parler, mais aujourd'hui nous allons plus plancher sur le lancement qui est imminent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez nous rappeler ce que c'est que la zone de libre-échange continentale africaine. Merci madame. La zone de libre-échange continentale africaine, bon, certains l'abrègent comme étant la ZLEC, la ZLECA ou la ZLECAf. Yeah. C'est un grand marché continental que les Africains ont voulu constituer pour leur permettre de renforcer leurs échanges, les échanges intra-africains. C'est un vieux rêve. Les échanges économiques. Les échanges économiques, bien sûr. Un vieux rêve qui a été caressé par les pères fondateurs de l'Union africaine depuis 1963 et qui est en train de se matérialiser. Parce que depuis 1963, alors que Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et tous les autres avaient déjà cette vision de constituer un grand marché continental où les Africains pourraient échanger librement les marchandises sans barrières tarifaires et non tarifaires, où les Africains pourraient échanger les capitaux, les facteurs de production librement. Et ben, depuis 1963, comme je disais, cette idée n'a pas pu évoluer. Ce n'est que 50 ans plus tard, lors du cinquantenaire de l'Union africaine, en 2013, que les chefs d'État ont eu l'idée de relancer ce processus et d'aller vers cette vision, ce rêve-là, et pouvoir le matérialiser. Et donc en 2013, les chefs d'État africains ont relancé ce projet, ont mis en place un cadre de travail, une feuille de route qu'on a appelée l'agenda 2063, à partir duquel les travaux pour mettre en place les textes juridiques, les instruments pour lesquels on devrait se servir pour la zone de libre-échange continentale, ce processus-là a été relancé. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie, parce que, comme vous l'avez dit, le 7 et le 8 juillet dernier, les chefs de l'État étaient réunis à Niamey, justement, pour lancer ce qu'on a appelé la phase opérationnelle de la ZLECAf. Mais c'est à quand l'effectivité de cette ZLECAf ? En fait, l'effectivité de la ZLECAf, parler d'effectivité, peut-être qu'il faudrait clarifier. Le 7 juillet dernier a été lancée ce qu'on a appelé la phase opérationnelle de la ZLECAf. Par phase opérationnelle de la ZLECAf, il faut entendre le fait que depuis le 21 mars 2018, Kigali avait été proposé au chef d'État, justement à la suite des travaux qui avaient été faits depuis 2013, l'accord portant création de la ZLECAf. Et cet accord a été signé par 44 chefs d'État sur 55, à Kigali déjà, et il était prévu
que le travail se fasse on peut dire sous deux plans. Premier plan, sur le plan politique. Sur le plan politique, étant donné qu'on avait déjà 44 signatures sur les 55 États membres, il était question que les autres puissent aussi signer. Mais au-delà du fait de signer cet accord, il était aussi question que les États ratifient l'accord signé. Donc il y a ce travail qui a été fait sur le plan politique et diplomatique, on peut dire, par les chefs de l'État, et notamment par M. Issoufou Mamadou, le chef d'État nigérien, qui a été désigné comme étant le champion de la ZLECAf. C'est lui qui avait pour mission de convaincre ses pairs pour qu'ils arrivent à signer l'accord et à le ratifier, de manière à ce qu'il puisse entrer en vigueur. Et donc ça, c'était sur le plan diplomatique et politique. Et sur le plan technique, les travaux ont continué pour préparer les instruments de la ZLECAf. Parce qu'un marché continental de cette ampleur, qui est une zone de libre-échange, ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'instruments qui l'accompagnent. Ça veut dire concrètement que pour avoir une zone de libre-échange, on a besoin de plusieurs instruments, mais les deux principaux, c'est les concessions tarifaires, parce qu'il y a une ouverture de marché que vous faites, et deuxièmement, il y a les règles d'origine. Vous devez avoir des règles d'origine, et dans le cadre de la ZLECAf, les groupes techniques ont travaillé justement pour mettre en place des règles d'origine acceptables par tous, parce que ça c'était quand même un grand challenge aussi, que les 5 ans, on a pratiquement négocié à 55, on peut dire. Tous les 55 étaient là, même ceux qui n'avaient pas signé l'accord ont pris part aux négociations pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur les règles d'origine et pour que l'on prépare les concessions tarifaires. Mais arrivé sur le plan diplomatique, les choses ont avancé un peu plus vite que sur le plan technique. Et donc le 30 mai dernier, 22 États ont déposé les instruments de ratification, ce qui permettait que l'accord puisse entrer en vigueur. Et l'idéal aurait été que sur le plan technique, qu'on soit au même diapason que sur le plan diplomatique et politique. Malheureusement, sur le plan technique, nous n'étions pas prêts, ce qui a fait que le sommet a été lancé sans que tous les éléments techniques, tous les instruments techniques soient disponibles. Et donc, étant donné que sur le plan politique et diplomatique, on était prêts, et donc on a procédé au lancement pour donner un signal fort au monde entier, pour dire que l'accord de la ZLECAf est déjà entré en vigueur depuis le 30 mai. Mais on s'est donné une année pour pouvoir continuer le travail sur ces deux terrains-là. Même sur le plan technique et diplomatique. Diplomatique et politique, parce que, en fait, les autres États d'autres n'avaient pas signé. On était passé de 44 à 50. Lors du sommet, il y a 2 États qui sont venus signer. Donc 52 au jour d'aujourd'hui. 52. On est finalement arrivé à 54. 54 États. Et lequel des États n'a pas encore signé jusque-là? Le seul État qui n'a pas signé jusque-là, c'est l'Érythrée. Mais les derniers qui restaient, c'est le Bénin et le Nigeria, qui sont venus le faire en dernière minute. Et le Nigeria, vous savez que c'est le plus grand marché, la plus grande économie africaine. Continentale, oui. Et donc, l'arrivée du Nigeria était attendue et le Nigeria est venu signer l'accord. Maintenant, on se donne une année pour terminer le travail technique, continuer le travail sur le plan politique et diplomatique, de manière à ce que, on espère, au 1er juillet 2020, que tout soit prêt, que les 55 États signent et ratifient l'accord et que les concessions tarifaires soient prêtes, que les règles d'origine soient prêtes, que tous les aspects techniques soient prêts pour que les échanges commencent réellement. Parce qu'aujourd'hui, les échanges ne peuvent pas commencer. La ZLECAf a été instituée pour que les échanges se fassent entre Africains sans paiement de droits de douane, sans barrière, sans autres barrières. En principe, c'est sur tous les produits.
Mais là, vous me permettez de donner une précision. En fait, quand on a parlé de concessions tarifaires, qu'est-ce qu'on entend par concession tarifaire? Par concession tarifaire, on veut dire que vous démantelez votre tarif. Vous ouvrez votre marché. Parce que la zone de libre-échange, son objectif, c'est d'ouvrir le marché, de le rendre libre, que les marchandises circulent librement sans payer les droits. Alors, pour que ces marchandises puissent circuler librement, vous devez faire ce qu'on appelle une ouverture commerciale. Vous ouvrez votre économie. Ça se traduit de manière concrète dans le tarif douanier. Donc, dans le tarif douanier, vous devez enlever tout ce qui peut avoir comme droit, payé ou acquitté par les marchandises africaines, originaires de l'Afrique. Donc, les règles d'origine sont là pour attester l'origine, mais vous ouvrez votre économie, ça se traduit par des concessions tarifaires. Dans le tarif douanier, il y a pratiquement 5000 lignes tarifaires. Et donc, chaque marchandise y est désignée et codifiée d'une manière qui est identique dans tous les pays membres de l'Organisation mondiale des douanes. Tous ces pays désignent les marchandises de la même façon. Donc, ça veut dire qu'un animal vivant, tous les douaniers du monde entier savent que ça se trouve au chapitre 1. Selon la catégorie d'animaux, on a différentes positions tarifaires. Et donc, il y a des chapitres, des positions, 97 chapitres qui regroupent toutes les marchandises du monde qui font l'objet du commerce international. Et donc, à côté de la désignation de marchandises, il y a les taux de tarifs. Mais dans le cadre des échanges préférentiels, on a dit qu'il n'y a pas de droit de douane, donc vous démantelez votre tarif. Démanteler, vous voyez qu'il y a dedans le mot manteau. Donc vous enlevez le manteau de votre tarif, vous le rendez libre pour que les marchandises puissent entrer. C'est un peu ça l'idée qu'il faut avoir. Et dans le cadre de la ZLECAf, chaque pays doit désigner 3 catégories de marchandises. La première catégorie, c'est 90% des lignes tarifaires. J'ai dit qu'il y a 5000 lignes tarifaires, mais vous désignez 90% des lignes tarifaires que vous mettez comme des produits dont la libéralisation va se faire immédiatement. Donc, au 1er juillet 2020, 90% de nos lignes tarifaires seront, si nous ratifions l'accord, parce que nous, il ne nous reste qu'à ratifier, parce que tant que vous n'avez pas ratifié l'accord, vous ne serez pas État partie à l'accord. Si nous signons cet accord, nous ratifions cet accord d'ici le 1er juillet, 90% de nos lignes tarifaires que nous aurons désignées seront libéralisées immédiatement. Il restera 10%. Sur les 10%, on va les répartir 7% comme étant des produits sensibles et 3% comme étant des produits, généralement on dit des produits exclus de la libéralisation. Mais en réalité, leur libéralisation est un peu plus longue parce que les produits sensibles qui sont dans les 7% des lignes tarifaires, leur libéralisation se fait sur 5 ans quand il s'agit des pays en voie de développement, pays africains mais en voie de développement. Mais si c'est des pays africains qui sont considérés comme des pays les moins avancés, comme la RDC, vous libéralisez les produits sensibles sur 10 ans. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des produits, on peut dire, de libéralisation lente. Ces produits-là, si vous êtes pays les moins avancés, on les libéralise sur 13 ans. Si vous êtes des pays en voie de développement, vous les libéralisez sur 10 ans. Voilà en fait ce qu'on pouvait dire. Donc la libéralisation n'est pas totale, elle ne se fait pas sur tous les produits à la même vitesse. On tient compte de ces différentes catégories. Ok, mais c'est quoi l'opportunité de cette zone de libre-échange continentale africaine? L'opportunité de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est de booster le commerce intra-africain. On s'est rendu compte que les pays africains entre eux n'échangent pas suffisamment. Si on prend le cas de la RDC, sur les 100% des produits qui sont importés, la RDC n'importe de l'Afrique que moins de 5%.
Donc les 95% des produits importés en RDC proviennent du reste du monde, particulièrement de l'Asie, la Chine en première position, de l'Europe et de l'Amérique du Nord et du Sud. Et donc les Africains se sont rendus compte que, et ils savent à travers les expériences des autres continents, comme l'Europe et l'Union européenne, que le fait de développer le commerce entre pays d'un même continent, c'est source de croissance, c'est source de progrès, c'est source de développement. Et donc les Africains ont voulu mettre à profit l'intégration économique régionale pour booster leurs économies. Ok, là c'est une opportunité sur le plan continental, Ouais. mais en ce qui concerne les RDC, en quoi cette ZLECA est-elle opportune pour nous? Merci. Pour la RDC, je crois que d'aucuns d'entre nous, tous pratiquement, nous savons que la RDC c'est quand même un géant d'Afrique. C'est un géant d'Afrique. Bon, aujourd'hui on peut dire que c'est un géant qui est malade, qui dort. C'est vrai, mais les opportunités sont réelles, et elles sont là. Et beaucoup d'investisseurs n'attendent que le démarrage de cette zone de libre-échange, que la RDC en fasse partie pour notamment venir investir. Parce que nous avons des avantages, nous avons énormément d'avantages. Je vais les citer. Mais là, en réfléchissant comme ça, est-ce que ce n'est pas faire les choses à l'inverse? Parce que moi, je crois que les investisseurs devraient déjà venir, être déjà là pour préparer l'arrivée de la ZLECAf. Sinon, nous risquons de subir. Quand nous voyons déjà avec cette histoire du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, nous savons tous qu'avec ce pont, la RDC va subir les effets économiques de Brazzaville, n'est-ce pas? Okay. Pour répondre à votre préoccupation, je pense qu'il faut peut-être faire un distinguo entre le problème du pont route-rail et le problème de la ZLECAf. Je vais aborder d'abord le problème du pont route-rail que vous avez soulevé. Le pont route-rail, c'est un projet qui consiste à développer les infrastructures au niveau de l'Afrique. Parce qu'on s'est rendu compte que, surtout au niveau de l'Afrique centrale, il n'y a pas d'interconnexion entre les différents États. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, vous pouvez quitter, je peux dire pratiquement, le Congo-Brazza, vous entrez au Gabon, vous avancez vers le Cameroun, et du Cameroun, vous allez au Nigeria. Vous pouvez remonter pratiquement jusqu'au Maroc. C'est possible. Donc l'interconnexion entre les différents États est possible, alors qu'il est difficile de monter vers de l'Afrique australe vers l'Afrique centrale. Et ça, c'est un gros handicap, en fait, en réalité. Et ce projet-là vient pour essayer de combler cette lacune-là. Mais seulement, dans le cadre de la RDC, il est évident que si nous relions directement Kinshasa à Brazzaville, la tentation est grande pour la plupart surtout les importateurs, de faire passer leurs marchandises, de faire arriver leurs marchandises par le port de Pointe-Noire. C'est ça le grand danger, c'est ça le grand enjeu. Et je crois que le problème a été très bien cerné par les autorités du pays. Et moi, j'ai suivi le chef de l'État qui s'est prononcé sur la question pour dire qu'on ne fera pas de pont entre Kinshasa et Brazzaville tant que le port en eau profonde de Banana n'est pas construit. Et ça n'appelle aucun débat. Donc le problème est bien cerné. Nous nous battons d'abord pour qu'il y ait un port en eau profonde. Alors qu'il n'y a même pas de financement en ce qui concerne le pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. La BAD est déjà là, prête avec un financement déjà... Mais madame, si l'autorité suprême de l'État se prononce sur une question en disant que pour lui, tant que l'on n'aura pas construit le port en eau profonde de Banana, on ne pourra pas construire le pont route-rail Kinshasa-Brazzaville.
ça n'appelle aucun commentaire. Donc je crois que ce problème-là ne se pose pas. Mais pour revenir maintenant à la ZLECAf et à ses opportunités, je crois que les opportunités sont énormes pour nous. Et j'ai bien aimé la formule que vous avez utilisée. Vous avez dit c'est pas comme si on faisait les choses à l'envers. À l'envers, oui, justement. Je ne pense pas que ça soit le cas. On ne fait pas les choses à l'envers. On fait les choses telles qu'elles doivent se faire. Je vous dis que le projet de la ZLECAf, c'est un projet vieux de plus de 50 ans, madame. Et donc, depuis plus de 50 ans, il y a des études qui ont été menées à travers l'Afrique et à travers le monde pour voir ce que chaque État africain pourrait bénéficier de la ZLECAf. Et les États qui bénéficieront le plus de la ZLECAf, madame, sont les États qui ont des ressources. Les plus industrialisés aussi. Qui ont le plus de ressources naturelles, ça c'est de 1. 2, les États qui ont déjà des industries développées. Mais je vous assure que il y a cette contrainte-là aujourd'hui, la contrainte en termes de logistique, en termes d'infrastructure, qui fait qu'aujourd'hui, même si on ouvre le marché, et je vous ai dit que le marché, de toutes les façons, on ne l'ouvre pas directement. Alors, il n'est pas dit qu'au 1er juillet, c'est comme si on ouvrait une vanne, les marchandises africaines vont entrer directement en RDC. Hein, comme si on ouvrait une vanne et que l'eau se déversait sur nous. Il y a un processus qui est mis en place. Nous avons, comme je l'ai dit, 10 ans. Il y a 90% des marchandises qui sont à libéralisation directe, mais les 10 autres pourcents sont à libéralisation progressive. Et là, je voulais aborder un aspect très important qui concerne les concessions tarifaires, madame. Et c'est un point très important. Les concessions tarifaires, je l'ai dit, on a 90% des lignes, on a 10%. 90%, on ouvre directement, 10%, vous ouvrez de manière progressive. La stratégie la mieux indiquée pour la RDC, et les autres États aussi l'appliquent, c'est quoi? On vous dit de libéraliser 90% des lignes tarifaires. Vous libéralisez les lignes sur lesquelles vous avez le moins de risques possible. Par exemple, si vous avez une industrie que vous voulez protéger, elle produit une certaine gamme de marchandises, vous allez faire en sorte que cette gamme de marchandises ne puisse pas faire l'objet de libéralisation. Vous voyez? Ça vous donne un peu de marge pour vous préparer. Donc, à partir des concessions tarifaires, de la manière dont vous faites vos concessions tarifaires, vous avez la possibilité de vous protéger des autres et de faire en quelques années des ajustements et des réajustements nécessaires pour vous permettre d'être suffisamment compétitif. Et c'est ça le défi. Le défi, comme vous l'avez dit, le défi il est en termes de compétitivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre économie n'est pas très compétitive. Mais nous ne sommes pas les seuls, madame. Nous ne sommes pas les seuls. Dans la catégorie des pays africains, il y a des pays qui sont bien plus mal lotis que nous autres, mais qui ont cerné cette réalité et qui la considèrent non pas forcément comme une menace, mais comme une opportunité. La vie est faite de défis. Et c'est ça le plus important. C'est que les Congolais arrivent à comprendre que sans défi, nous ne ferons pas de notre mieux pour avancer. La situation que nous avons aujourd'hui, peut-être qu'à travers ce défi qui se présente à nous, nous pourrons aller de l'avant. Nous pourrons prendre conscience que nous devons travailler et essayer de rendre tout ce que nous avons comme potentialité, que ça devienne réellement effectif, qu'on mette ça sous forme de produits, sous forme de marchandises à proposer aux autres, et ça pourrait faire avancer notre économie. Mais moi, je suis confiant. Je sais que, telles que les études ont été menées, la RDC est parmi les pays qui pourraient le plus bénéficier de la zone de libre-échange continentale, parce que, comme je l'ai dit,
nous avons suffisamment de ressources. Nous avons 90 millions d'hectares de terres arables, madame. Inexploitées. Quasiment inexploitées. Nous avons, madame, suffisamment, toutes sortes de climats dans notre pays. Nous avons le climat équatorial, donc toutes les marchandises, tous les produits agricoles, propices au climat équatorial peuvent pousser dans ce pays et poussent dans ce pays. Nous avons le climat tropical, nous pouvons exploiter le climat tropical. Nous avons le climat de montagne et à certains endroits, notre climat de montagne se prête un peu au climat tempéré. Nous avons de l'eau en quantité industrielle. Nous avons l'un des plus grands fleuves du monde, une pluviométrie qui est parmi les meilleures au monde. Nous avons les atouts qu'il faut et il ne nous reste qu'à travers les 10 ans ou les 15 ans, les 13 ans qui nous restent pour restructurer notre économie, pour l'ajuster et la mettre à niveau, la rendre compétitive. Nous devons mettre en place une organisation, des stratégies pour pouvoir rendre effectif le potentiel. Mais est-ce que la RDC se prépare déjà justement sur la question de la ZLECAf? Quelles sont les dispositions qui sont déjà mises en place? Merci madame pour cette question. Elle est très intéressante parce que tout dépend justement de notre préparation. Il faut que nous soyons très bien préparés. Il faut que nous arrivions à mettre en place des stratégies intelligentes, que nous puissions vraiment tirer le meilleur profit de la créativité, de l'ingéniosité des Congolais, de tout leur sérieux, pour que nous mettions en place des structures. La première stratégie, c'est de mettre en place un comité national. Dans tous les pays, c'est ce qui a été fait, c'est de mettre en place un comité national multidisciplinaire dans lequel les gens vont réfléchir ensemble pour voir domaine par domaine qu'est-ce que nous avons comme potentialité, qu'est-ce que nous avons comme ressources, qu'est-ce que nous importons, qu'est-ce que nous exportons, et voir dans quelle mesure on peut développer nos capacités productives, nos capacités d'exportation. Mais sinon, si on peut revenir aussi à la question que vous avez posée sur les autres, est-ce qu'on n'a pas mis les choses, on ne fait pas les choses à l'envers? Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un élément important qu'on pouvait dire. Aujourd'hui, madame, en ouvrant ce grand marché, personne n'est avantagé. C'est de manière commune que l'avantage se trouve. On a un marché, au Congo, on a un marché de presque 100 millions d'habitants. Le Nigeria, qui est le pays d'Afrique le plus peuplé, c'est 200 millions d'habitants. Le Nigeria a hésité, comme je vous l'ai dit au début, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout à gagner dans ce grand marché, parce que vous pouvez avoir 200 millions d'habitants ou 200 millions de consommateurs, mais quand on vous ouvre un marché de 1,2 million, donc vous gagnez 1 million. Les opportunités sont énormes. Nous devons, comme nous l'avons dit, mettre en place ce comité. Et derrière le comité, toutes les structures de la RDC, les ministères concernés, le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, doivent se mettre au travail. J'ai fait allusion aux concessions tarifaires. C'est l'un des instruments importants sur lesquels nous pouvons vraiment jouer pour mettre en place une stratégie qui va nous donner du temps, 10 ans, 13 ans, pour nous préparer de manière à ce que nous puissions ouvrir notre marché sur des produits compétitifs, sur des produits qui peuvent être réellement mis au devant et utilisés dans les échanges avec les autres. Mais sinon, au-delà de toute cette stratégie, c'est tout l'appareil congolais, c'est toute la société congolaise qui doit prendre conscience de cette nécessité de se remettre en question devant ce défi qui nous guette.
Et je ne peux pas dire aujourd'hui sur ce plateau que c'est acquis, nous allons tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Non, tout dépend de nous. Tout dépend de la manière dont nous allons nous organiser. Tout dépend de la manière dont nous allons nous impliquer dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est tout l'avenir du Congo qui est en jeu. Et chaque citoyen, chaque fils et fille de ce pays doit intérioriser la nécessité de faire avancer notre économie. Faire avancer notre économie, ça veut dire prendre des initiatives positives qui font avancer le pays. Mais le gouvernement congolais doit jouer un grand rôle parce que c'est à travers lui que l'impulsion sera donnée pour faire de l'agriculture la priorité des priorités. Parce que c'est ça la base du développement. C'est à travers l'agriculture que les effets se diffusent pour créer, par exemple, l'industrie agroalimentaire et derrière de développer les autres industries, parce qu'il y a l'industrie agro-industrielle, mais derrière, à travers nos ressources naturelles, le pétrole que nous avons, le gaz que nous avons, les minerais que nous avons, on peut développer d'autres industries. Si nous regardons dans le tarif douanier, vous verrez, on a 97 chapitres où on regroupe les différentes marchandises qui font l'objet du commerce international. Et je me suis permis de faire un petit travail de recensement. Du chapitre 1er au chapitre 74 même, la RDC a le potentiel qu'il faut pour développer ces produits-là, des produits agroalimentaires et l'industrie de base, l'industrie d'extraction et même l'industrie de transformation des minerais et des matières premières. Nous avons des matières qui n'existent que dans ce pays. La zone de libre-échange continentale africaine a la possibilité d'offrir beaucoup d'opportunités à la RDC. Oui. Mais il suffirait à la RDC de se mettre au pas. Il faut se mettre au pas. Sinon, nous allons subir les effets des échanges des pays plus industrialisés que nous, n'est-ce pas? Je peux dire oui. Notre destin est entre nos mains. Notre destin est entre nos mains. Le destin du Nigeria, le destin de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, est aussi entre les mains des citoyens sud-africains. Si nous préférons dormir, si nous préférons ne pas travailler, si nous prenons la décision de travailler, nous changeons notre destin. Tout dépend de nous. Et moi, je suis confiant en cette capacité des Congolais de se surmonter. Le travail, il y a un grand travail qui doit être fait, de sensibilisation, de conscientisation des gens. Le gouvernement doit s'investir. S'impliquer pour qu'il y ait des projets agroalimentaires. Il y a des jeunes qui sont oisifs. Nous avons une population désœuvrée, une grande population désœuvrée. Tous ces jeunes-là, il faut les mettre au travail, qu'on retourne à la terre. Parce que la plupart des grandes puissances mondiales sont d'abord des grandes puissances agricoles. Si chaque Congolais, dans chaque ville du Congo, cultive ne fût-ce que 1 hectare de terre, je crois que ce pays sera le grenier de l'Afrique. Et si vous avez déjà réussi sur le plan agricole à avoir l'autosuffisance alimentaire, à avoir la capacité d'exporter vers les autres pays, ça vous permet aussi de diminuer votre dépendance vis-à-vis des autres. Parce qu'on parlait des importations. Le risque, les gens disent toujours, mais on sera envahi par les produits étrangers. Oui, mais vous serez envahi si vous n'arrivez pas à vous suffire, à vous autosuffire. Si nous avons la capacité de nous autosuffire, nous ne craindrons pas des autres. Nous ne craindrons pas d'être inondés par les produits étrangers. Et donc, comme nous le disons, il y a un grand travail qui doit être fait
que nous puissions nous organiser dans les 10 ans et 13 ans qui viennent pour relever ce défi-là en nous basant sur nos potentialités. Monsieur Didier Boniemi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. La ZLECAf, une réalité qui pourrait être une opportunité pour la RDC, peut aussi être une menace. Les Congolais devraient déjà tous mettre la main dans la pâte pour préparer cette ère continentale qui pourrait booster l'économie congolaise. La RDC en a du potentiel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.